Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet extrêmement important, c'est celui du sommeil. Le sommeil, comme vous le savez certainement, est absolument obligatoire, indispensable à la survie de tous les animaux. Et lorsqu'on prive un certain nombre d'animaux, et notamment des mammifères, de sommeil, ils meurent systématiquement. Mais alors, pourquoi dort-on? On va séparer la réponse en deux parties. Tout d'abord, les raisons de dormir inhérentes au cerveau. Dans le cerveau, on a découvert il n'y a pas très longtemps ce que l'on appelle le système glymphatique. Le système glymphatique, ce sont des canaux qui s'ouvrent autour des neurones pour leur permettre d'évacuer les déchets métaboliques qu'ils produisent pendant la journée. Les neurones ont un mode de vascularisation et d'apport énergétique qui est assez différent du reste du corps. Et pour pouvoir évacuer leurs déchets, ils ne peuvent pas le faire comme les autres organes. Donc le sommeil est obligatoire pour permettre à ces espaces glymphatique de s'ouvrir dans le cerveau qui permettent aux neurones d'évacuer tous ces déchets. La deuxième raison, évidemment, c'est la santé neuronale. Les neurones, pour être en bonne santé, ont besoin d'éliminer les déchets qu'ils produisent pendant la journée. Donc l'ouverture de ces espaces glymphatiques pendant le sommeil est obligatoire pour avoir des neurones en bonne santé. Une autre raison est le remaniement des connexions neuronales. Pendant le sommeil, les neurones qui peuvent se soustraire à leur activité de veille habituelle vont pouvoir se remanier en fonction des expériences qu'ils ont acquis pendant la journée. Ils vont pouvoir créer de nouvelles connexions. Une autre raison, c'est le stockage des informations en mémoire. En effet, les neurones ont besoin du sommeil pour pouvoir stocker toutes les informations qu'ils ont acquises pendant la journée. En l'absence de sommeil, la plupart de ces informations vont être perdues et les expériences qu'ils ont acquises pendant la journée ne vont pas pouvoir être bénéfiques sur le long cours. Une autre raison est la stabilité émotionnelle. Nombre d'événements stressants pour le cerveau, de situations vécues comme traumatisantes, pendant le sommeil vont être rejouées sous forme de rêve pour en diminuer la charge émotionnelle et entraîner une diminution du stress la prochaine fois que l'on sera soumis à ce type de signal. Les autres raisons de dormir dépendent, elles, plutôt du reste du corps. On va parler d'abord de l'homéostasie, qui est la synchronisation de la sécrétion des différentes hormones auxquelles nous sommes soumis pendant la journée, et évidemment la réparation de nombreux organes auxquels les muscles sont au premier rang. Très bien, merci pour ces précisions. Et du coup, on peut voir le lien qu'il peut exister entre certains troubles psychiatriques, comme par exemple les fameux syndromes de stress post-traumatique, que l'on peut développer suite à un événement particulièrement traumatisant, que ce soit être témoin d'un acte de terrorisme par exemple. Et donc on sait effectivement que le sommeil est à la fois la solution et peut-être aussi la cause, lorsqu'il dysfonctionne, de la genèse de ces syndromes de stress post-traumatique. Que se passe-t-il lorsque l'on manque de sommeil? Alors, tout d'abord, on va avoir des troubles de l'attention, avec de la somnolence, dont les répercussions peuvent être gravissimes au quotidien, avec toute l'accidentogénèse que l'on connaît. On décrira également des troubles de la mémoire et de l'apprentissage, ce qui va être très embêtant pour tous les gens qui font des études ou qui ont des métiers intellectuels. Également, une labilité émotionnelle avec un vécu désagréable. On l'a sans doute tous remarqué, mais quand quelqu'un manque de sommeil, souvent il est désagréable, on le décrit comme de mauvaise humeur. Enfin, on n'a pas vraiment envie de fréquenter quelqu'un qui manque de sommeil. Ensuite, en cas de manque du sommeil, on va être plus stressé. Des événements minimes vont générer des réponses de stress beaucoup plus importantes que si l'individu avait été bien reposé. Et en dernier, une cause qui nous intéresse particulièrement chez Sequoia Santé est un vieillissement accéléré. Mais alors Victor, comment l'organisme nous signale-t-il qu'il est l'heure d'aller se coucher? Alors, le premier mécanisme est l'accumulation d'adénosine dans le cerveau. L'adénosine dans le cerveau, c'est une sorte de sablier. Lors du réveil, le sablier est vide. Il n'y a pas d'adénosine dans le cerveau. Et elle va commencer à s'accumuler tout doucement et progressivement tout le long de la journée. En arrivant le soir, l'accumulation aura été importante et cette accumulation d'adénosine dans le cerveau va signaler qu'il est temps de dormir. C'est pendant le sommeil que le cerveau va vider cette adénosine pour se retrouver à zéro le matin, après avoir dormi. Un autre mécanisme est la baisse de la stimulation du cortex visuel avec la baisse de la luminosité, que l'on rencontre le soir et la nuit. Cette baisse de stimulation du cortex visuel va entraîner la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et quand cette mélatonine est sécrétée dans le cerveau, elle va déclencher le sommeil.
Troisième système hormonal, le cortisol. Le cortisol qui, normalement, va baisser le soir. On le sait, hein, c'est une hormone de stress, et cette hormone de stress va diminuer le soir pour donner une sensation d'apaisement qui va permettre de s'endormir. Au contraire, au réveil, il va y avoir un pic de sécrétion de cortisol pour entraîner l'éveil et nous rendre alertes. Dernier mécanisme, une baisse de la température corporelle qui va être organisée par l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau qui régule de nombreuses fonctions involontaires de l'organisme. Cette baisse de la température corporelle va faciliter l'endormissement. Le corps a besoin d'avoir une température plus basse pour dormir correctement. Alors, il existe un certain nombre de perturbateurs du sommeil, à la fois de déclenchement, hein, donc de l'endormissement, mais aussi du maintien du sommeil, c'est-à-dire la possibilité de dormir pendant toute une nuit, par exemple. Quels sont les principaux perturbateurs du sommeil? Les principaux perturbateurs du sommeil sont les différents éléments qui vont perturber ce qu'on vient de voir à la question précédente. Tout d'abord, la consommation de caféine l'après-midi notamment, et le soir encore pire. En effet, la caféine bloque les récepteurs cérébraux à l'adénosine. Vous savez, l'adénosine, ce sorte de sablier biologique que l'on a dans le cerveau et dont l'accumulation signale un besoin de dormir. Eh bien, la caféine va bloquer ces récepteurs à l'adénosine et le cerveau ne va plus détecter ce mécanisme. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on boit du café pour éviter de s'endormir. Deuxième perturbateur, l'utilisation d'écrans ou de lumière bleue et intense le soir. Ces lumières bleues et ces écrans vont stimuler le cortex visuel et empêcher la sécrétion de mélatonine. Troisième perturbateur, avoir une chambre trop chauffée qui va empêcher le refroidissement corporel permettant de débuter le sommeil. Quatrième perturbateur, le stress. Le stress qui va générer une sécrétion de cortisol qui est une hormone qui entraîne l'éveil et qui va empêcher l'endormissement. Donc, il est important d'éviter les activités ou les discussions stressantes le soir avant d'aller dormir. Dernier perturbateur, l'alcool ainsi que toutes les autres substances psychoactives qui vont déstructurer le sommeil. Suivant la substance, on aura des problèmes plutôt sur l'endormissement et d'autres substances comme l'alcool vont peut-être faciliter l'endormissement mais déstructurer le sommeil et le rendre moins réparateur. Y a-t-il une durée de sommeil idéale? Eh bien, on ne peut pas répondre de manière très stricte à cette question, mais il semblerait que pour l'immense majorité des gens, une durée entre 7 heures et 9 heures soit optimale. Et la plupart des gens qui disent être de petits dormeurs, qui dorment moins de 7 heures, ne sont en fait pas réellement de petits dormeurs, ce sont plutôt des gens stressés ou qui n'ont pas de bonnes conditions de sommeil, et c'est des gens qui bénéficieraient de dormir plus longtemps. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur ce point. Effectivement, il y a des expériences qui montrent chez certains volontaires, lorsqu'ils n'ont plus de stimulation de type social ou de type artificiel, écran, etc., que leur durée de sommeil, classiquement, c'est de 7 à 9 heures, en fait, même chez des petits dormeurs. Donc ça corrobore ce que tu viens de dire. Et puis, il y a des études qui montrent qu'en l'espace de quelques décennies, on a perdu facilement 2 heures de sommeil en moyenne. Et donc ça, c'est très préoccupant, hein, parce que ça veut dire qu'on dort globalement moins que nos parents et qu'eux-mêmes dorment plutôt moins que leurs propres parents. Donc on se retrouve quand même dans une situation où on est en carence de sommeil, je crois qu'il faut le dire. Alors, y a-t-il des horaires idéaux pour se coucher? Eh bien, pareil, pas vraiment de réponse stricte à ce sujet. Il semble qu'il y ait quand même un rythme idéal qui suive le rythme circadien. Hein, donc, se coucher après le coucher du soleil et se réveiller avec le soleil. C'est un rythme qui a guidé nos ancêtres pendant des milliers, voire des millions d'années, auquel maintenant on peut se soustraire avec l'électricité, les écrans et toutes nos technologies, mais qui reste quand même très pertinent pour avoir un bon repère des heures auxquelles il faudrait se coucher. Effectivement, on voit bien que d'une civilisation à l'autre, d'une culture, même d'un pays à l'autre, hein, même au sein de l'Europe, il y a de grandes variations dans les habitudes, mais on est plutôt dans des aspects sociaux. Et si on remonte avant, ça semble cohérent que notre espèce de chasseur se couchait finalement un peu après la nuit et se levait peu avant le jour, de façon à optimiser les périodes de chasse. Et c'est ce qui semble se reproduire lorsque l'on
soumet des volontaires à des expériences, là encore, dans lesquelles ils n'ont pas de stimulation sociale, pas de stimulation par des écrans et de la lumière artificielle. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Quelles recommandations tu peux nous donner pour améliorer notre sommeil? Tout d'abord, évidemment, éviter tous les perturbateurs du sommeil dont l'on a parlé précédemment. La consommation de caféine après-midi, l'utilisation d'objets lumineux ou de lumière bleue le soir, avoir une chambre trop chauffée, avoir des activités stressantes avant le coucher, ainsi que toutes les substances psychoactives dont l'alcool. Ensuite, il est très important d'avoir eu pendant la journée l'exposition à la lumière naturelle du soleil, et si possible le matin. Une autre solution est de se coucher et de se lever à heure stable. Également, très important de pratiquer une activité physique quotidienne. Je vous conseille aussi de commencer à diminuer votre activité et à vous coucher 1 heure avant l'heure prévue d'endormissement. Également, très important, évitez de boire trop d'eau le soir pour se réveiller et aller aux toilettes plusieurs fois pendant la nuit. Faites en sorte d'avoir une température fraîche dans la chambre pour permettre le refroidissement corporel qui permet l'endormissement. Dernier point, évitez absolument d'être en surpoids et, le cas échéant, faire dépister un syndrome d'apnée du sommeil. Merci. Effectivement, on voit des astuces pratiques auxquelles on ne pense pas forcément. Hein. Le fait de ne pas trop boire le soir avant d'aller se coucher, c'est tout bête, mais en fait, la journée, souvent, on ne s'hydrate pas correctement. Donc du coup, le soir, on se rattrape et on s'hydrate. Et en fait, c'est le plus mauvais moment parce qu'en réalité, ça va nous provoquer des envies d'uriner pendant la nuit et donc ça va nous casser un peu le sommeil. Donc ça, c'est tout simple, mais effectivement, bien s'hydrater la journée, notamment le matin ou l'après-midi, eh bien, ça permet d'éviter de boire trop d'eau le soir. De la même façon, une chambre fraîche. Alors, tu nous as pas donné de température. On lit parfois 16-18 degrés. C'est à peu près les températures que tu préconises? Oui, 16-18 degrés, c'est parfait. Juste pour rajouter que c'est très important aussi pour la chambre du bébé. Hein, on ne surchauffe pas la chambre du bébé. En ce qui concerne l'exposition à la lumière naturelle, notamment le matin, certains conseillent même aux personnes qui seraient un peu décalées de se protéger avec des lunettes de soleil plutôt l'après-midi s'il y a une forte luminosité naturelle, de façon justement à arriver sur une diminution progressive de la luminosité. Donc ça, c'est une astuce aussi. Donc bien s'exposer le matin et doucement le soir, mais ça pose aussi le problème de la télévision le soir. Et il est vrai que la télévision est en fait d'invention très récente, hein, surtout à l'échelle d'Homo sapiens, et de nombreuses personnes, de nombreux patients que l'on a, qui souffrent d'insomnie et prennent des comprimés pour dormir, eh bien, passent leur soirée devant la télévision sur des choses qui sont devenues des habitudes, de très mauvaises habitudes d'ailleurs, mais bon, des habitudes quand même, comme par exemple le journal télévisé, le film du soir, etc. Et donc là, on se retrouve vraiment dans une difficulté parce que stimulation visuelle, mais aussi stimulation lumineuse à proprement parler, l'aspect excitant plus ou moins d'un film, et donc en fait on va se retrouver globalement dans la plus mauvaise des configurations. Alors certains s'endorment quand même devant la télévision, donc l'endormissement est permis, mais le sommeil est haché, et donc il y a des réveils précoces et une architecture du sommeil complètement abîmée, et donc un sommeil qui n'est pas réparateur. Voilà, donc effectivement, avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est parfois, même souvent en réalité, semble-t-il, s'éloigner de certaines habitudes sociales qui sont très toxiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, eh bien merci beaucoup pour ces précisions et qui vont nous permettre d'améliorer notre sommeil, hein, qui est si précieux pour les raisons que tu as précisées. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien rater. Dans l'intervalle, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. À très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de sommeil. Et surtout, prenez soin de vous.